on est dans une situation où l'humanité est confrontée à un certain nombre de rendez-vous critiques, où elle peut tout aussi bien connaître des régressions considérables, des logiques guerrières, autoritaires. On en voit déjà un certain nombre de manifestations, passer de ce qu'on peut appeler des crises systémiques à des catastrophes systémiques, et le Japon en est un exemple particulièrement tragique, mais elle peut aussi franchir un saut positif dans l'histoire de sa propre humanisation. L'émergence d'une conscience planétaire, le sentiment d'un destin commun, le fait que la question écologique soit de plus en plus prégnante, nous amène à revisiter et la question de la richesse et donc de l'économie, mais aussi la question politique, parce que l'autre approche de la richesse est en lien direct avec l'autre approche du pouvoir. Paradoxalement, c'est le fait d'être dans des sociétés de la démesure, ce qui rend systémique la crise et qui fait le lien entre sa facette écologique, sa facette financière, sa facette sociale, c'est que dans les trois cas, il y a de la démesure. Des mesures dans les rapports à la nature, des mesures dans le creusement des inégalités sociales mondiales, des mesures dans le rapport entre l'économie spéculative et l'économie réelle. Bernard Liétard, un des anciens responsables de la Banque de Belgique, mettait en évidence qu'il y avait 97% du côté de l'économie spéculative. Donc on est dans des sociétés de la démesure, et l'obsession de la mesure, c'est en quelque sorte la corde de rappel face à cette logique de la démesure. Mais du coup, on a ce que Vincent de Goldjak, un sociologue, appelle une dérive quantophénique, c'est-à-dire on oublie que la mesure, la quantification, n'est qu'un outil au service de la qualification et pas l'inverse. Et du coup, on a un double problème. On a le problème de la démesure dans la réalité et on a le problème de l'obsession de la mesure. Il faut faire l'inverse. Il faut revenir à de la mesure, à de l'équilibre dans la réalité, sortir de ce que les Grecs appelaient l'hubris, et d'un autre côté, comprendre que les outils de mesure, et notamment les outils de mesure monétaire, ne sont que des outils et arrêter de les sacraliser. Oui, c'était une expression volontairement provocatrice que j'avais utilisée dans mon rapport au gouvernement reconsidérer la richesse. Si je prends des exemples simples tels que celui de l'Erika, ce pétrolier qui avait souillé les côtes françaises, du point de vue d'indicateurs de richesse dominants tels que le produit intérieur brut, c'était le naufrage du pétrolier qui faisait monter le produit intérieur brut, parce que les flux monétaires liés au remplacement du pétrolier, aux indemnisations, à la dépollution, tout ceci construisait de la valeur ajoutée au sens monétaire du terme. Et inversement, les bénévoles qui participaient gratuitement à la dépollution des plages, eux, ils étaient invisibles, ils comptaient pour du beurre, c'était des inactifs improductifs. Et donc quand on a un système qui nous renseigne aussi mal sur la réalité, si on veut faire du développement soutenable, par exemple, ce qu'on dit conférence internationale après conférence internationale, mais si on déclare qu'il faut changer de cap, mais si nos instruments de bord restent calés sur l'ancien cap de la croissance productiviste, évidemment, il y a une contradiction formelle entre les deux. Donc si on veut changer de cap, et on doit changer de cap, il faut aussi changer de système d'indicateurs. Le mot valeur, dans toutes les langues latines, il a un sens très fort. Valeur, ça veut dire la force de vie. C'est d'ailleurs pour ça que ça a donné aussi bien valeureux que valide. Donc la vraie valeur, c'est tout ce qui donne de la force de vie, et la destruction de valeur, c'est tout ce qui détruit la force de vie, que ce soit la force de vie écologique, nos écosystèmes, ou la force de vie humaine,
anthropologique. Lorsque la souffrance au travail conduit à des taux de suicide très importants dans une entreprise, c'est de la destruction de valeurs, de force de vie. Et donc, il faut arrêter de réduire le mot valeur. Quand on en arrive à dire, par exemple, que le but d'une entreprise, c'est de la création de valeur pour les actionnaires, on est au comble de la caricature, du détournement de sens du mot valeur. De la même façon que le mot richesse, il renvoie à qu'est-ce qui compte le plus pour nous. Et on comprend bien, par exemple, dans des situations limites comme une catastrophe au Japon, que la vie et la survie vont représenter les vraies richesses et que ce n'est pas en donnant de l'argent aux gens, mais en leur permettant d'avoir accès à de l'eau potable, à de l'air non pollué, à de la nourriture saine d'une part, et à être en lien avec leurs semblables. Parce que l'alternative au désespoir, par exemple, est un élément fondamental de la vie d'une communauté humaine. Et par exemple, le désir de reconnaissance et le désir de sens sont des éléments aussi fondamentaux que l'accès à des ressources qui permettent la survie d'un être humain. L'économie aujourd'hui, elle résulte d'un véritable coup de force sémantique par rapport à l'économie telle que les Grecs l'avaient définie, l'oikos nomos, qui correspondait à une situation où l'organisation de la maison, les activités domestiques étaient centrales pour permettre par ailleurs à l'activité noble, qui était la politique, de pouvoir se déployer. Et là, on a une double inversion. On a une surdétermination de l'économie par rapport à la politique, mais ce qu'on appelle économie, c'est plus du tout les activités domestiques, parce qu'évidemment, comme le rôle des femmes y est déterminant, la bourgeoisie patriarcale n'avait pas du tout envie de donner le pouvoir aux femmes. Et donc, ce qu'on a appelé économie à partir du XVIIe siècle, c'est les activités extérieures à la maison, et on a décrété que les activités domestiques étaient improductives. Donc il y a à la fois le renversement du rapport politique-économie et en même temps la négation de l'importance des activités domestiques, mais on peut dire aussi il y a la négation d'importance d'activités sociales aussi importantes que le bénévolat. Un pays peut à la rigueur vivre sans gouvernement, on le voit avec la Belgique, une grève générale des associations, nos pays ne tiendraient pas plus d'un mois, tellement ce bénévolat répond à des fonctions vitales. Donc nous avons vraiment besoin, pour nous tourner vers l'avenir, aussi bien pour des raisons écologiques que sociales et même, je dirais, de civilisation, de revisiter cet autre rapport à l'économie et de passer d'une économie qui est centrée sur un modèle industriel et qui est uniquement centrée sur de la production vers une économie de fonctionnalité, de recyclage et de ce qu'on appelle de plus en plus de pollinisation. La métaphore des abeilles est centrale dans le rôle, dans les discours économistes. La fable des abeilles de Mandeville a été essentielle dans l'élaboration de la richesse des nations d'Adam Smith. Mais on oublie toujours que la fonction principale des abeilles, c'est pas tant la production de miel et de cire, c'est la pollinisation. Et la pollinisation, c'est une reliance dans une économie de la connaissance. Les fonctions cognitives et relationnelles jouent un rôle absolument déterminant, et la production s'effondrerait si on n'accordait pas une grande importance à ces fonctions de connaissance et de relations qui justement définissent le cadre d'une économie de pollinisation. Je pars justement des situations limites. Alors, il y a deux types de situations limites. Il y a les situations limites des deux bouts de vie, il y a les situations limites des catastrophes. Cette analyse des situations limites, elle nous renseigne à chaque fois sur l'essentiel. Par exemple, on sait bien qu'un nourrisson en situation de vulnérabilité, il a besoin de lait
plutôt que d'argent, et il a aussi besoin d'amour. Boris Cyrulnik évoque souvent l'expérience de Frédéric II de Prusse, qui, voulant savoir quelle était la langue maternelle des nourrissons, avait donné l'ordre de les nourrir dans un environnement confortable, mais de ne pas leur parler, de façon à savoir s'ils allaient parler hébreu, latin ou prussien. Le résultat, c'est qu'ils sont tous morts. C'est-à-dire, on comprend bien que le lait et l'amour sont deux ressources fondamentales en début de vie. En fin de vie, on peut dire que c'est l'amour qui est la richesse absolument essentielle, la valeur comme force de vie. Et on voit bien que l'argent, dans les deux cas de figure, n'est pas essentiel. De la même façon, si je prends une catastrophe telle que celle du Japon, de quoi ont besoin impérativement les gens? Ils ont besoin de nourriture au sens fort du terme, et par exemple d'avoir accès à un air non pollué, à une eau non potable et à une nourriture saine, mais ils ont aussi besoin de sens et de reliance. Parce que la pire chose après une catastrophe, c'est le désespoir et la solitude. Et je m'interroge du même coup sur la raison pour laquelle l'argent, qui à l'évidence n'est pas la donnée fondamentale de la richesse, est devenu dans nos sociétés la donnée fondamentale. Et mon hypothèse, c'est que l'argent joue le rôle de substitution de ces nourritures fondamentales qui sont du côté du lait et de l'amour, mais joue aussi un rôle de promesse future et un rôle de fascination. Parce que derrière l'argent, et à ce moment-là, le mot même d'argent et sa connotation qui renvoie à un minéral qui brille n'est pas neutre, c'est une façon de traiter l'angoisse de mort de nos sociétés. Parce qu'évidemment, le règne minéral, c'est la forme d'immortalité par rapport au règne du vivant, mais simplement c'est une fascination de l'immortalité qui se paye du prix le plus lourd qui soit, qui est le prix de la vie. Donc il faut sortir de la fascination sidérale de l'univers minéral, fût-il brillant, pour comprendre que dès lors que la vraie richesse, elle est du côté du lait et de l'amour, l'argent, qu'il vaut mieux à ce moment-là appeler monnaie, pour éviter cette confusion, n'est qu'un outil au service de la facilitation de l'échange de richesses ou de la transformation de richesses potentielles en richesses réelles, mais que ça n'est qu'un outil et qui n'est certainement pas un objectif à placer au rang de finalité et encore moins de finalité suprême. Il y a deux aspects. D'abord, à travers les indicateurs de richesse dominante tels que le produit intérieur brut, on a réduit les métiers de la paysannerie à la production agroalimentaire. Alors que par exemple, c'était des métiers, les métiers de paysans, les métiers de pays, qui intégraient totalement la fonction écologique de préservation de la nature, la fonction sociale. La paysannerie fabriquait du lien social. Aujourd'hui, on se trouve confronté aux conséquences d'une réduction à l'agriculture et à la production de biens agroalimentaires, et on paye le prix de l'impensé écologique et de l'impensé humain et sociétal de cette réduction. Et quand on se tourne vers l'avenir, on voit bien que nous avons besoin de réinventer les métiers de pays, les métiers de paysans, et qu'y compris en termes d'emploi, à ce moment-là, il y a de la place pour un nombre considérable de personnes. On peut imaginer 1 milliard de paysans sans difficulté si on réinstaure ces métiers de pays, alors que si on raisonne en termes de production agroalimentaire sur le modèle industriel, non seulement on aura la poursuite des dégâts écologiques et de la désertification sociale et de la perte d'emploi, mais on se retrouvera dans une situation où une fraction minime de quelques pays, tels que par exemple le Brésil, l'Ukraine, l'Inde, la Chine, pourrait satisfaire la production proprement
agricole. Donc il y a un premier mouvement de déplacement à faire vers l'avenir qui est de réinventer les métiers de pays et de paysans. Et puis il y a un deuxième mouvement plus radical encore, qui est de penser la nourriture comme une relation. Et à ce moment-là, c'est à la fois une relation à l'univers, et à ce moment-là, dans la nourriture, l'air et l'eau ont la même importance que les nutriments, et c'est un ensemble. Et à ce moment-là, il faut bien voir que la première économie est une économie du don. Alors c'est évident pour l'air et pour l'eau, la question fondamentale de l'eau, c'est sa répartition, parce qu'il y a assez d'eau potable pour permettre à tous les êtres humains d'y avoir accès, mais à condition de ne pas organiser des systèmes de captation ou de guerre de l'eau. Donc d'un côté dire il y a une relation à la nature, à l'univers, au cosmos, à travers l'air, l'eau, la nourriture, et d'autre part, la nourriture est aussi une relation à autrui. Et cette question-là, elle renvoie au fait que se nourrir est un acte social. C'est la raison pour laquelle le repas, dans toutes les sociétés, est un acte social majeur. Et donc si on pense la nourriture comme une relation aussi bien à l'univers qu'à autrui et aussi à soi-même, ben, on a une vision qui est à la fois plus radicale, au sens d'aller à la racine des choses, et plus ambitieuse encore de ce qu'est l'enjeu de la nourriture pour l'avenir de l'espèce humaine.